La retraite en France est actuellement à 62 ans et d'ici 2030, elle passera à 64 ans. C'est probablement pas l'âge auquel vous souhaitez commencer à profiter de la vie. D'autant plus que, en moyenne, aujourd'hui, le salaire des Français est aux alentours de 2144 € et donc la moyenne de la retraite qu'ils vont percevoir va être aux alentours de 1400 € brut, soit approximativement 1200 € net. Mais c'est pas le pire. Ce qui va se passer, c'est que la plupart des aides et des financements un petit peu spéciaux pour les retraites, pour les compléments de retraite, vont être pour la plupart annulés. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action qui est activable à n'importe quel moment de votre carrière professionnelle où vous allez pouvoir progressivement remplacer une source de revenus active par ni plus ni moins qu'une source de revenus passive qui va vous demander aux alentours de 10 minutes par mois. Comment est-ce que c'est possible? On va parler dans cette vidéo de leviers comme l'immobilier, l'investissement en bourse ou encore le private equity. Et tout ça avec des notions d'expatriation. Ce dont je vais m'appuyer pour vous faire ce plan d'action, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai moi-même utilisé. Je ne suis pas issu d'une famille de riches héritiers. Mon père est fonctionnaire, ma mère aide-soignante. Et je me suis construit au fur et à mesure du temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs en bourse, en immobilier, en private equity. Et mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous dire quelque chose de parfait qui est fait pour tout le monde. C'est fait pour des personnes qui sont prêtes à faire une retraite par capitalisation. Je vais vous expliquer également dans cette vidéo ces concepts de retraite par capitalisation et vous découvrirez comment, basé sur ma propre expérience et sur des résultats historiques, comment réellement vous construire une retraite d'une manière beaucoup plus sûre que ce qui vous est proposé par l'État. Alors déjà, qu'est-ce que la retraite par capitalisation? Alors je sais que ça peut faire peur pour beaucoup de personnes qui ont toujours rêvé d'avoir une retraite qui tombe un petit peu de manière magique par l'État. La réalité, c'est que, comme je vous l'ai expliqué précédemment et dans une autre vidéo de manière plus complète, vous avez ni plus ni moins que un vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes qui font des départs en retraite avancés. Et donc, cette retraite qui va être déplacée à 64 ans a ni plus ni moins pour but que d'avoir davantage de cotisants et moins de personnes à financer les retraites. Alors, le système par capitalisation n'est pas du tout nouveau. Vous avez les Américains qui gèrent leur pension de retraite de la même manière que je vais vous l'expliquer dans un instant. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la France effectue des retraites par cotisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez, vous avez une partie de votre salaire qui part justement pour ces cotisations que vous allez peut-être retrouver plus tard au moment de votre départ en retraite. À l'inverse, aux États-Unis et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, vous avez cette retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chacun cotise pour sa propre retraite. Alors, c'est un avantage comme un inconvénient, mais ce que je trouve qu'il y a réellement en termes de différence qui est très intéressant vers la retraite à capitalisation, c'est que les entrepreneurs, les indépendants, les professions libérales, vous allez pouvoir cotiser davantage et vous allez tout simplement pouvoir soit effectuer un départ en retraite anticipé et aussi vous avez plus de flexibilité. Cela veut dire que si vos investissements performent assez bien pour subvenir à votre style de vie et que si vous gagnez X € par mois mais que vous dépensez beaucoup moins, eh bien vous pouvez tout à fait prendre votre retraite bien plus tôt, surtout dans un cadre d'une expatriation, j'y reviendrai juste après. Mais autrement dit, la grosse différence c'est que cotisation, vous cotisez pour les autres et les autres cotiseront pour vous, mais la retraite par capitalisation, vous cotisez uniquement pour vous-même. Donc, il faut avoir une certaine discipline dans le fait de savoir épargner. Alors, la retraite par cotisation et la retraite par capitalisation, à qui ça correspond? La retraite par capitalisation, ce qui est très intéressant, c'est que si vous commencez tôt, eh bien, vous allez pouvoir prendre votre retraite tôt ou alors prendre votre retraite plus tard, mais avec bien plus de revenus. À l'inverse, pour les personnes qui commencent une profession très tard, qui ont un parcours scolaire qui est très long et qui vont cotiser très tard, même si vous avez des volumes en termes de salaire qui sont importants, vous allez avoir une énorme différence lors de votre départ en retraite. Généralement, comptez environ 50% de votre meilleur salaire, c'est ce que vous allez toucher à votre retraite. Alors tout d'abord, laissez-moi vous parler de l'immobilier qui est une des classes d'actifs préférées des investisseurs en France et beaucoup de personnes rêvent de détenir leur résidence principale et je les comprends parce que c'est un rêve qui est vraiment génial que d'être chez soi et de se dire vous êtes réellement chez vous. Or, en France, vous avez de plus en plus un écart important qui se creuse entre ce que vous pouvez emprunter, les taux d'intérêt, mais aussi le prix de l'immobilier. Il y a de ça quelques années, le prix de l'immobilier par rapport au prix des loyers que vous pouviez appliquer était vraiment intéressant. Ça veut dire que vous aviez globalement en France ce qui s'appelle une anomalie de marché. Autrement dit, le prix à l'achat
des biens immobiliers était inférieur par rapport au loyer que vous pouviez appliquer sur une longue période de temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans la plupart des régions en France, d'autant plus en région parisienne où vous avez également des revenus fonciers qui sont venus exploser. Pour toutes ces raisons, vous avez de plus en plus d'investisseurs immobiliers en France qui arrêtent l'immobilier locatif. Vous avez également de plus en plus de droits concernant la protection des locataires. Donc, je n'y reviendrai pas une énième fois, mais vous avez compris qu'aujourd'hui, être propriétaire en France, et si vous avez quelqu'un qui loue votre Airbnb pour 48 heures ou qui loue un bien immobilier pour 1 mois et qui change la serrure et qui arrête de vous payer, une procédure d'expulsion, selon un huissier de justice, peut prendre jusqu'à 2 ans. Et vous-même, vous encourez beaucoup de risques et de dangers que d'essayer de déloger ce locataire, ce squatter qui ne veut pas vous payer. Pour toutes ces raisons, l'immobilier locatif est de moins en moins attrayant en France. Le fait aussi de détenir des biens immobiliers va émotionnellement vous retenir concernant une potentielle expatriation. Et vous allez voir juste après, ce critère d'expatriation ou pas a un énorme impact sur la qualité de vie que vous pouvez obtenir à l'étranger. J'y reviendrai juste après. Pour toutes ces raisons, l'immobilier en France, c'est vraiment ce que je recommande de moins en moins et je vais de plus recommander les personnes qui souhaitent faire de l'immobilier de le considérer davantage comme un métier et de se dire que vous avez besoin d'y passer du temps et c'est aussi pour ça que dans cette stratégie et ce plan d'action, je ne recommande pas l'immobilier parce que l'immobilier locatif ce n'est qu'une branche, ce n'est qu'une manière de faire de l'argent avec l'immobilier mais moi personnellement je fais surtout de l'achat, rénovation, location pendant quelques années pour des avantages fiscaux et ensuite revente de mon bien immobilier. Donc c'est une manière qui est un peu hybride et qui me convient de faire de l'immobilier. Maintenant, si j'étais pleinement à la retraite, est-ce que j'aurais envie d'être au courant lorsqu'il y a une fuite d'eau ou lorsqu'il y a un bout de plancher à remplacer? La réponse est non. Maintenant, j'aimerais vous parler d'investissement en bourse. Alors pour beaucoup de personnes, on entend que la bourse, c'est parfois risqué et la réalité, c'est que c'est comme l'immobilier. Soit vous pouvez faire les choses d'une manière risquée, soit vous pouvez faire les choses d'une manière sécuritaire. Déjà, j'aimerais balayer une conviction que beaucoup de personnes ont, c'est par rapport au PEA. PEA pour plan d'épargne action. Donc le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir, tout comme par exemple l'assurance vie ou encore un compte titre. La différence entre un PEA et un compte titre, qu'on appelle aussi un CTO, eh bien, vous pouvez avoir des avantages fiscaux sur le PEA que vous n'avez pas sur le compte titre. Maintenant, vous avez aussi un énorme inconvénient sur le PEA. Vous ne pouvez que investir sur des actions françaises. Vous pouvez cependant investir au travers d'ETF. Donc des ETF, c'est des Exchange Traded Fund. C'est ni plus ni moins qu'un produit financier qui vous permet d'avoir une exposition sur plein de titres qui sont cotés en bourse, comme par exemple des actions. Admettons que vous souhaitez investir sur les 40 entreprises les plus performantes et les plus grandes de la France, eh bien vous pouvez tout à fait acheter un ETF qui réplique cette performance. Le PEA, la carotte, c'est si vous investissez en France et après 5 ans, eh bien, vous ne paierez plus d'impôt sur le revenu, vous ne paierez que les cotisations sociales et donc ce sera aux alentours de 12,8%. Tandis que sur le compte titre, vous allez payer 30% des revenus que vous allez retirer de vos investissements. Donc d'un côté, vous avez 12,8% après 5 ans et d'un autre, vous avez 30% dès la première année et il n'y a pas de réduction fiscale. Eh bien, la réalité, c'est que investir sur des actions en France, historiquement, il a été prouvé que c'est bien moins performant que d'investir au travers d'un compte titre sur des entreprises américaines. Vous avez beaucoup plus de volatilité et ce qui s'appelle des drawdowns sur les entreprises françaises. Ça veut dire que lorsqu'il y a une correction des marchés, lorsqu'il y a un crash, non seulement il est plus violent sur les entreprises en France, mais en plus de ça, il met bien plus de temps à se relever des crashs plutôt que les entreprises américaines. Donc vous avez ces deux aspects qui font que investir au travers du PEA pour avoir une réduction fiscale est bien moins intéressant que d'investir sur un compte titre où certes vous allez payer un peu plus d'impôts mais vous allez avoir beaucoup plus de performance. Alors c'est bien beau la bourse mais combien est-ce que ça rapporte? Et bien maintenant je vais vous donner 3 différents scénarios types qui peuvent ressembler à votre épargne aujourd'hui et vous montrer comment vous pourriez retirer les fruits de vos investissements en bourse. Eh bien, 3 scénarios. Premier scénario, vous avez 50 000 euros de côté et vous souhaitez mettre 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. Eh bien, si on met une performance de 10% par an, avec une croissance du dividende de 0% et que, admettons, vous avez 0% de dividende. Donc, purement 10% par an, strictement aucun impôt puisque vous ne retirez pas les bénéfices de votre compte. Eh bien, après 10 ans, c'est comme si vous aviez investi l'équivalent de 170 000 euros et vous avez 309 000 euros au total de côté. Après 20 ans, vous avez un portefeuille en bourse de 903 000 euros et si vous avez par exemple ne serait-ce que 3% de dividendes par an, eh bien après 20 ans,
vous profitez ni plus ni moins que de 5 777 € par an de dividendes. Mais les dividendes ne représentent qu'une petite partie de votre bénéfice, puisque durant le même laps de temps, vous allez avoir un portefeuille qui va s'élever à un total en fin de la 20e année de 1 183 461 €. Donc autant vous dire que si vous suivez ce chemin, vous avez de fortes chances de pouvoir prendre votre retraite progressivement grâce à vos investissements par capitalisation. Deuxième scénario, vous avez 100 000 € et vous pouvez mettre 500 € par mois en bourse. Après 10 ans, vous allez avoir un portefeuille qui s'élève à 331 419 €. Après 20 ans, vous allez avoir un portefeuille qui s'élève à 633 000 €. Et surtout, si encore une fois vous souhaitez vous payer des dividendes, eh bien après 20 ans, vous allez toucher la coquette somme de 5 510 € par an. Alors, encore une fois, pour beaucoup de personnes, 5 500 € par an, ça peut représenter une certaine somme, mais pas assez pour prendre sa retraite. Mais encore une fois, ce n'est que la partie cachée de l'iceberg, puisque les dividendes ne représentent qu'une petite partie de votre bénéfice, puisque la plupart seront des plus-values latentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez recevoir des revenus qui vont tomber tous les trimestres et que vous allez pouvoir dépenser tous les mois, mais en plus de ça, si vous avez des dépenses particulières, vous pouvez tout à fait retirer une partie de vos revenus et dépenser en toute flexibilité ce que vous souhaitez, chose qui n'est pas du tout possible avec votre retraite. Notez également que dans le cadre d'une expatriation, vous ne paierez pas du tout autant d'impôts que si vous êtes en France. Donc autrement dit, vous pouvez commencer à cotiser quand vous êtes en France, ensuite faire une expatriation, j'y reviendrai juste après, et ensuite revendre une partie de votre portefeuille pour acheter par exemple une résidence principale à l'étranger et vivre pleinement de vos revenus boursiers. Alors même si la bourse c'est intéressant, est-ce qu'il faut investir tout son patrimoine en bourse? Évidemment, la réponse est non. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans mon restaurant et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Théo, je regarde tes vidéos sur internet et j'aurais bien aimé découvrir tes conseils auparavant parce que j'ai investi la totalité de mon patrimoine dans 2 startups qui ont échoué, qui ont fait bankrupt. » Et donc, typiquement, ce que moi je recommande, c'est ce que je fais puisque je suis moi-même investisseur. Eh bien, j'ai 30% de mon patrimoine en immobilier, j'ai 30% de mon patrimoine en bourse, j'ai 30% de mon patrimoine en private equity et j'ai 10% dans des choses qui me font plaisir, comme par exemple des restaurants, des montres, des cartes Pokémon, des choses un peu plus risquées. Alors qu'est-ce que c'est que du private equity? Maintenant, si vous me suivez sur ma chaîne, vous connaissez un petit peu de quoi je parle. C'est typiquement le fait de financer des boîtes qui ne sont pas cotées en bourse. Autrement dit, vous avez des entreprises qui fonctionnent déjà, qui existent déjà depuis des années et qui ont des revenus en constante augmentation, et vous prenez une participation dans ces boîtes dans lesquelles vous n'avez rien à faire et vous touchez des dividendes issus des profits de ces entreprises tous les mois. Personnellement, il y a de ça quelques années, j'ai vendu une entreprise quelques millions et à la suite de ça, j'ai effectué des acquisitions et des levées de fonds avec d'abord des amis, puis ensuite c'est devenu des investisseurs extérieurs qui se sont joints à moi pour financer des sites internet qui fonctionnaient déjà et les propriétaires de ces business souhaitaient se séparer une partie de leur business en ligne et continuer de les opérer. Et avec moi en plus et mon équipe en plus, nous venons améliorer ces différents business en ligne. Le site qui présente cette activité s'appelle onlineasset.com. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et là-dessus, on est sur un type d'investissement qui est un peu plus risqué que la bourse. Mais là, vous allez avoir beaucoup plus de rendement. Alors, la première année, on est à 15% de dividendes. Mais ensuite, plus le temps passe et plus ces dividendes tendent à augmenter. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'après, on revend les sites internet une fois qu'on les a fait exploser. Et c'est là réellement où on prend un gros billet à la sortie. Donc le private equity, c'est très simple. Combien est-ce que ça rapporte? Sur notre site Online Asset, on a une projection de la performance et de combien est-ce que vous allez toucher. Et bien encore une fois, je vais vous donner 3 scénarios qui sont la plupart du temps combien les investisseurs investissent avec nous sur des sites internet sur lesquels ils touchent une partie des profits tous les mois. Si vous investissez 30 000 €, vous allez toucher 395 € par mois, soit 4 734 € par an. Et après 5 ans, au moment de la revente du business, donc la plus-value que vous allez toucher plus les dividendes que vous avez récupérés sur la route, ça vous fait un bénéfice de 46 546 €. Deuxième cas de figure, et ça c'est la plupart du temps ce qu'investissent les personnes avec nous, c'est 80 000 €. Avec 80 000 €, là vous commencez à dépasser la barre des 1 000 € par mois symbolique puisque vous êtes à 1 052 € par mois. Et après 5 ans, vous avez une plus-value totale de 124 123 €. Et enfin, dernier cas de figure, donc ça c'est une minorité de nos investisseurs qui investissent 150 000 € et plus. Certains investissent jusqu'à 1,5 million avec nous. Mais typiquement, avec 150 000 €, là vous touchez les 1 973 € par mois de revenus
passif, rien que la première année et après la deuxième année, troisième année, évidemment ça tend à augmenter. Mais surtout le plus important, c'est lors de la revente, plus les dividendes que vous avez touchés, après 5 ans, vous êtes à un profit de 232 731 euros. Là, typiquement, les entreprises qu'on vient financer avec onlineasset.com, ce sont des business en ligne qui tournent déjà depuis des années et qui génèrent réellement des revenus. La seule différence avec par exemple l'investissement en bourse, c'est que ce sont des boîtes qui ne sont pas cotées. Et donc du coup, plus de risques, mais aussi bien plus de rendement. Donc typiquement, je reviens encore une fois sur cette exposition cible qui est de mon côté sur 30% IMO, 30% bourse, 30% private equity et 10% de fun dans ce que vous voulez. Maintenant que vous connaissez les différents chemins vers la prise de retraite anticipée, vers l'indépendance financière créée par vos propres soins et sous votre propre maîtrise, eh bien, je vais vous parler d'une partie qui a changé ma vie, qui est l'expatriation. Personnellement, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai toujours cherché des entreprises qui étaient avec le meilleur prix par rapport au plus de revenus possible. Et c'est marrant, dans les pays, je me suis toujours dit la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais payer le moins cher possible et en retirer le plus d'avantages possible? C'est quoi la meilleure affaire en termes de pays? Eh bien, ce serait tronqué que de vous dire « Ah venez en Thaïlande parce que je vis en Thaïlande et c'est le pays que j'ai choisi. J'ai un visa pour 20 ans ici, ça fait déjà 6 ans que je suis installé ici, donc je sais de quoi je vous parle. » Mais je vais pas vous biaiser avec tout ça et je vous propose qu'on aille sur un site qui s'appelle nomadlist.com, qui est un site que j'ai utilisé il y a de ça 10 ans lors de ma première expatriation. Et c'est un site qui va ni plus ni moins que recueillir les avis des expatriés sur les différentes destinations dans lesquelles ils vivent. Et je vous jure que j'ai pas truqué le classement, mais quand vous allez sur le site, la première destination, c'est Bangkok. La deuxième destination, c'est Chiang Mai, donc une petite ville dans le nord de la Thaïlande dans laquelle j'ai vécu pendant 1 an également. En troisième position, vous avez Azores au Portugal, que je ne connais pas. En quatrième position, vous avez Zagreb en Croatie. Et en cinquième position, vous avez Kuala Lumpur en Malaisie, qui est un pays également dans lequel, qui est une ville également dans laquelle j'ai voyagé pendant 2 mois. Donc, je vais pas vous dire venez en Thaïlande, c'est magnifique, tout est parfait. C'est pas vrai. Maintenant, vous avez quand même des avantages qui sont énormes en Thaïlande, notamment le coût de la vie. Là, je vous donne ce que disent les expatriés. En moyenne, ils dépensent 1477 $ par mois, ce qui est l'équivalent de approximativement 1200 € par mois. Et vous avez un style de vie, non pas comme un Thaïlandais, mais comme un expatrié. En Thaïlande, ce que j'ai pu observer, c'est que niveau sécurité, c'est au top. Au niveau de la santé, c'est au top du top. La Thaïlande, pendant de nombreuses années, a été classée comme meilleur pays en termes de services d'hospitalisation, en termes de cliniques. Et vous avez un système d'éducation en Thaïlande qui est incroyable. Alors, pour ce qui est de la santé, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu sais, en France, nous, on a quand même la sécurité sociale qui est le fait d'être couvert d'un point de vue santé. » Mais je vous mets simplement au challenge de prendre un rendez-vous en France avec un dermatologiste, avec un opticien. Et en Thaïlande, c'est très simple, vous pouvez arriver sans rendez-vous et vous êtes pris en charge immédiatement. Pendant des années, que ce soit moi-même ou mes compagnes, on a été à l'hôpital pour différentes raisons. Je peux vous assurer que vous êtes toujours pris en charge. Vous pouvez y aller à 3 h du matin et vous êtes très bien pris en charge. Vous avez le Wi-Fi, vous avez des restaurants. Ici, les hôpitaux sont classés par étoiles. Vous avez des hôpitaux publics qui sont bien moins chers, vous avez des hôpitaux privés qui sont bien plus chers. Mais surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez prendre une assurance santé. Alors, je sais qu'en France, il y a très peu de personnes qui ont des assurances santé. Uniquement les personnes qui sont assez âgées, qui prennent un complément d'assurance santé s'ils veulent aller dans des hôpitaux privés. Mais dès que vous sortez de la France, tout le monde a dans le monde entier une assurance santé. Donc, vous avez différents types d'assurance santé. Vous avez les assurances santé qui vont juste vous couvrir d'un point de vue légal parce que certains pays demandent que vous ayez une assurance santé, mais vous n'allez pas l'être énormément couvert. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est des couvertures en termes de santé qui vont vous couvrir dès le premier euro. Et vous allez peut-être vous sauter de votre chaise, mais sachez que pour la plupart des pays dans le monde, une assurance santé coûte approximativement pour quelqu'un qui a 30 ans aux alentours de 1400 € par an pour une couverture dès le premier euro. Donc cela veut dire que vous êtes couvert dans le monde entier, sauf les États-Unis, pour 1400 € par an. Donc quand les personnes en France me disent « Ah nous en France, on a le système de la santé qui est couvert à 100% et qui est gratuit », ce n'est pas vrai, c'est inclus dans vos impôts. Maintenant, regardez ce que vous avez en échange. Donc il suffit de demander au personnel hospitalier comment c'est aujourd'hui le traitement des patients dans les hôpitaux en France. Moi je vous le dis, ma mère est aide-soignante, donc je sais de quoi je vous parle.
les systèmes de santé en France ne sont pas du tout à la hauteur de ce que vous trouvez dans la plupart des autres pays développés en Asie. Donc tout ça pour vous dire que d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'éducation, d'un point de vue de la sécurité, vous ferez votre propre jugement, mais je vous invite à vous essayer à quelques villes qui sont dans ce classement. Bangkok, c'est une ville que moi j'adore. L'inconvénient, je dirais que c'est compliqué de se construire un réseau de Français, de personnes qui ont la même vision que vous, parce que c'est toujours intéressant de tout de même parler français, puisque c'est notre gros background culturel. Je dirais que ce qui est aussi un inconvénient, c'est la pollution et le trafic. Maintenant, vous avez tellement d'autres avantages en termes de services, en termes de qualité de vie, en termes de nourriture, en termes de restaurants, que tout ça, ça vient peser énormément dans la balance. Et surtout, le niveau d'imposition est extrêmement faible. Vous avez aussi beaucoup de visas pour les personnes qui souhaitent être retraitées. Et donc, tout ça en fait une destination, à mon avis, de choix. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous ouvrir l'esprit, vous sensibiliser sur quelques points. Et je vous mets dans la description de la vidéo une formation qui va vous aider à devenir votre propre gestionnaire de patrimoine, basée sur mon expérience, tout ce que j'ai appris au travers de ces 10 dernières années qui m'a permis de me construire et de devenir investisseur entre guillemets à temps plein avec un niveau de gestion qui est extrêmement faible. Bref, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous et de vos investissements et surtout, mettez de l'argent de côté pour vous avant les autres. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.